Bonjour à tous et bienvenue à Bonheur Canin, l'émission qui vise à vous en apprendre davantage sur les chiens et leurs besoins afin que nous tous, comme humains, nous soyons en mesure de leur rendre tout le bonheur qu'ils nous apportent. Mon nom est Sophie Thibault, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui à l'émission, on parle d'un métier en plein essor, le mien. Le métier d'éducateur canin gagne en popularité depuis quelques années. C'est normal, beaucoup de gens ont des chiens et les chiens prennent une place toute particulière dans nos familles. Les gens ont à cœur le bien-être de leurs chiens et n'hésitent plus maintenant à faire appel à des professionnels pour les aider dans l'éducation de leurs chiens, mais aussi dans leurs problèmes de comportement. Ça, c'est super. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, le métier d'éducateur canin n'est pas réglementé. Ce qui fait que n'importe qui, expérimenté ou non, formé ou pas, peut se prétendre expert canin et vous vendre des services à vos risques et périls. Parce qu'il faut comprendre que la science du comportement canin évolue sans cesse. On en apprend constamment sur les chiens, mais aussi sur l'impact de nos interventions auprès d'eux. Il y a des choses qu'on croyait vraies il y a à peine 10 ans qui ont été complètement démenties par des études scientifiques plus récentes. Il y a aussi des techniques qu'on utilisait qu'on trouvait super efficaces, notamment sur l'obéissance des chiens, mais qu'on s'est rendu compte par la suite qu'elles créaient des impacts psychologiques négatifs chez les chiens. Donc, le danger de faire appel à un éducateur canin qui n'est pas formé ou qui a été formé il y a longtemps et qui n'a pas tenu ses connaissances à jour, c'est que cette personne-là pourrait, sans même le savoir, utiliser des méthodes et des techniques qui finalement vont causer plus de tort que de bien à votre chien. Et ça, je suis sûre que vous ne voulez pas ça. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de consacrer l'entièreté de l'émission d'aujourd'hui sur le métier d'éducateur canin. Son utilité, son importance, à quel moment consulter un professionnel, comment choisir son intervenant justement pour s'assurer qu'il ait toutes les connaissances à jour. Et aussi, on va voir justement les dernières avancées scientifiques en matière de comportement canin. Puis finalement, pour ceux que ça intéresserait, on va voir comment devenir éducateur canin. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je reçois Rose Proulx, qui est propriétaire du centre canin où on se retrouve aujourd'hui. Rose est également propriétaire de l'élevage de Golden Retriever Les Blondinards, intervenante en comportement canin, mais plus que ça, elle est même la présidente du regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Alors, vous aurez compris que mon invitée d'aujourd'hui, l'éducation canine, elle connaît ça, alors ça me fait plaisir de venir la rencontrer. Bonjour Rose, bienvenue à Bonheur Canin. D'entrée de jeu, tu fais de la consultation en comportement canin depuis plusieurs années. Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi l'impact qu'ont les éducateurs canins dans la vie des propriétaires de chiens? Là? Comment ils font la différence? Oui, bien en fait, ça peut être de plusieurs manières. C'est sûr qu'à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éducateurs, on est des professionnels et donc on a des outils pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir vraiment bien analyser les situations et surtout des fois les propriétaires, quand on a le nez dedans avec notre chien, bien on voit pas nécessairement tout ce qu'on devrait ou qu'on pourrait voir. Donc, un éducateur professionnel va vraiment avoir le recul nécessaire pour bien évaluer les situations et donner les outils qui sont vraiment adaptés à ce que les gens vivent et pouvoir améliorer puis travailler là, les choses à la maison. Puis à quel moment quelqu'un devrait penser là, à consulter un professionnel? Honnêtement, dès qu'il en sent le besoin. Sincèrement, les professionnels, on peut aider à tout âge pour la vie des chiens. J'ai des chiens, des fois, qui viennent me voir, qui ont 10 ans puis qui ont des problématiques, qui veulent travailler. C'est certain qu'il faut savoir que plus un chien pratique un certain comportement longtemps, exemple un chien de 10 ans, bien, ça va être beaucoup plus long à défaire, à travailler, à défaire pour ensuite instaurer de nouvelles choses. Donc, c'est sûr que plus on les part jeunes, mieux c'est, mais il faut savoir qu'il est vraiment jamais trop tard. En quoi, justement, les bonnes bases peuvent faire la différence pour le reste de la vie du chien? Bien, en fait, c'est que plus on commence tôt, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on a seulement à instaurer les trucs, on n'a rien à défaire, justement, comme je parlais tantôt. Donc, si on parle, exemple, d'un chiot, bien, on lui montre tout de suite c'est quoi les bonnes manières d'agir, c'est quoi les bons comportements à faire, le conditionnement, l'obéissance, etc. Et réalistement, un comportement qu'on enseigne à un chiot ne sera jamais aussi efficace lorsqu'on l'enseigne à un adulte. Donc, c'est vraiment pas comparable d'enseigner
enseigner les bonnes choses en bas âge versus rendu à l'âge adulte lorsque des fois il y a déjà des petits mauvais plis là, qui vont avoir été instaurés. Puis au-delà de l'éducation canine, comment les gens peuvent faire pour avoir des chiens qui sont équilibrés puis bien dans leurs pattes? En fait, c'est sûr qu'à la base, il faut respecter la nature profonde du chien. Donc, les chiens, ce sont des animaux, ils ont des besoins spécifiques, ils ont des besoins instinctifs aussi, ils ont besoin absolument de pouvoir être stimulés mentalement. Donc ça, c'est quelque chose parfois qu'on oublie. Ils ont besoin de pouvoir utiliser leur nez, donc renifler, se servir vraiment de leur nez. Ils ont un nez tellement performant, c'est hallucinant les chiens. Donc, de pouvoir sentir partout, ça les aide à être beaucoup plus équilibrés. Et c'est certain qu'il faut savoir c'est quoi notre race, c'est quoi les besoins de notre race. Tu sais, quand l'homme reproduit une race spécifique, c'est pour des traits de caractère qu'il veut, pour des comportements justement qu'il a besoin, règle générale. Et il faut qu'on puisse permettre à notre chien d'assouvir ces besoins-là. Donc, si on prend l'exemple du Golden Retriever, qui sont des rapporteurs, bien ça, c'est vraiment typique dans la majorité des familles que le Golden, il se promène avec des bas dans la gueule partout dans la maison parce qu'il a besoin de rapporter. Ça fait vraiment partie, en fait, des besoins qu'il a de pouvoir rapporter et c'est essentiel qu'on puisse lui permettre de rapporter, ne serait-ce que jouer à la balle. Juste pouvoir rapporter la balle, ça va venir assouvir son besoin de rapport et ça va vraiment aider à ce qu'on puisse avoir un chien beaucoup plus équilibré. Il y a certaines personnes, des fois, qui ont des attentes un peu irréalistes. On a un peu en tête le mythe du chien parfait, qui jappe jamais, qui réagit à rien, qui court pas après les vélos, qui fait pas de trous dans la terre et qui répond au doigt et à l'œil en toutes circonstances. Ouais. On oublie des fois que les chiens sont des êtres vivants. Alors, ça pourrait être quoi, dans le fond, les pièges de vouloir un chien parfait? Puis, quelle pourrait être une vision un petit peu plus réaliste d'un chien? Oui, bien, en fait, je te dirais qu'il y aurait une question qu'on peut se poser qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est de savoir à la base pourquoi est-ce qu'on est allé se chercher un chien. Nous, c'est quoi notre besoin qu'on veut combler en ayant un chien? Et aussi, c'est quoi notre mode de vie? Okay? Parce que c'est sûr que selon la race qu'on est allé chercher, notre mode de vie va avoir un très gros impact. Si on est allé se chercher un Border Collie qui a besoin de rassembler des troupeaux, qui a une dépense énergétique folle et qu'on habite dans un appartement à Montréal, qu'on n'a pas accès à une cour, qui ne voit jamais, en fait, d'autres animaux ou d'autres espèces, bien, ça peut devenir un petit peu problématique. Il va être malheureux, peut-être. Ben oui, là, ouais. Exactement. Ouais. Et là, bien, il risque de faire des comportements inadéquats en société. Okay? Donc, c'est sûr que la race et le pourquoi on est allé se chercher une race, c'est vraiment une piste à envisager là, qui pourrait peut-être aider à résoudre la problématique du mythe du chien parfait. Il faut savoir aussi que dans la société, la place du chien a beaucoup évolué. Donc, à l'époque, les chiens étaient attachés dans une cour, au bout d'une corde. Maintenant, depuis quelques années, bien là, sont considérés comme des êtres dotés d'intelligence, d'émotions plutôt. De sensibilité. Oui, exactement, et non plus des objets. Okay? Donc, ça, c'est une belle évolution pour le chien. C'est sûr que maintenant, ils peuvent même nous suivre sur nos terrasses, sur les terrasses. Ah oui, c'est nouveau de cette année, hein? C'est nouveau, exactement, de cet été. Donc, il y a vraiment une évolution au sein de la société de la place du chien. Okay? Donc, ils sont de plus en plus acceptés, ils font de plus en plus partie de la vie en général dans la société. Mais c'est sûr qu'il y a quand même du travail à faire puis de l'évolution encore au niveau de la tolérance. Autant sont de plus en plus parmi nous, mais on a quand même une société qui est pas 100% tolérante tout à fait encore avec les chiens. Donc, on est dans la bonne voie, mais il reste qu'il y a encore un petit peu de travail à faire là, de ce côté-là. Il y a beaucoup d'écoles de pensée. Oui. On regarde les réseaux sociaux, on entend de tout et de son contraire. Oui. Ça déchire même des fois, les opinions sont très tranchantes et extrêmes. Donc, des fois, pour les gens du public, c'est difficile de trouver le vrai du faux puis de voir qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Donc, toi qui suis beaucoup de formations, qui te tiens à jour au niveau justement des avancées scientifiques en matière de comportement canin, quelle approche on devrait préconiser quand on adresse les comportements de nos chiens? Oui, c'est une très grosse question parce qu'effectivement, c'est difficile pour monsieur, madame de s'y retrouver, de savoir qu'ils lisent quelque chose, ils lisent son contraire dans la minute suivante. Pour moi, ce qui est non négociable, c'est une approche qui va respecter l'intégrité physique de mon chien et son intégrité émotionnelle aussi. Okay? On en a parlé maintenant, on le sait que sont des êtres dotés de sensibilité, c'est reconnu dans le Code civil, c'est vraiment vrai. Les chiens ont des émotions et il faut qu'on soit en mesure de respecter ça aussi, de les accompagner d'une certaine manière. Et quand je parle de respect, par contre, c'est sûr que ça va dans les deux sens. Si je respecte l'intégrité physique de mon chien, bien, il faut qu'il respecte la mienne aussi. Okay? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et quand on parle de respect, ça veut absolument pas dire liberté totale. Okay? Donc, pour les chiens, pour moi, en fait, c'est vraiment essentiel qu'il y ait des limites très claires et qu'il y ait de l'encadrement. C'est vraiment un must pour les chiens, pour leur éducation. Donc, pour moi, ça passe par là. Plus ils savent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas, plus c'est facile et simple pour eux de vivre en cohabitation, justement, avec l'humain.
Puis dis-moi, ce serait quoi les mythes qui sont persistants puis qui peuvent même porter préjudice aux chiens? Il y en a plusieurs. Écoute, c'est sûr qu'un des gros mythes actuellement dans le monde canin, je crois qu'on peut effleurer le sujet de la dominance. OK? Ouais. Il y a comme deux extrêmes. OK? Donc, on a d'un côté ceux qui disent oui, faut dominer notre chien, faut être le mâle alpha, on va l'écraser au sol pour qu'il soit soumis à nous. On a l'autre extrême qui disent non, la dominance, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un peu difficile de s'y retrouver et encore une fois, sur les internets, bien, les gens peuvent trouver vraiment de tout. Donc, comment on fait pour départager ce mythe-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dominance, oui, ça existe. C'est un comportement naturel, instinctif de survie pour les chiens. Par contre, c'est faux de dire, exemple, mon chien est dominant. Ce n'est pas une étiquette qu'on peut mettre à un chien, la dominance. Il faut comprendre que c'est vraiment en lien avec la primauté d'une ressource. Donc, si je mets un bol de nourriture en plein milieu du parc ici et qu'on met 3 chiens lousses, bien, lequel des chiens va avoir accès en premier à la ressource? Il va y avoir des comportements de dominance pour avoir accès en premier à la ressource. Donc, c'est vraiment en lien avec une ressource toujours et c'est malléable. Ça va bouger dans le temps selon la ressource. Donc, le chien qui va être dominant pour avoir accès au bol de nourriture. Si après ça, je sors des balles avec les mêmes 3 chiens, mais ça se peut que les rôles inversent parce que la balle va être plus importante pour un chien que le bol de nourriture l'était tout à l'heure. Les deux extrêmes que je parlais tantôt vont causer des préjudices au chien parce que d'un côté, on a le mâle alpha qui doit soumettre son chien, qui va faire en fait qu'on va littéralement banaliser de la violence physique qu'on fait au chien sous le couvert de « je dois dominer mon chien », ce qui est complètement faux. On va le justifier comme ça, là, alors que c'est pas justifiable. C'est pas justifiable du tout. Et on a l'autre extrême qui dit que non, la dominance, ça n'existe pas. Bien, ça, c'est de ne pas respecter le chien dans son côté animal et surtout dans son mode de communication. Un autre piège aussi qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est les gens qui vont projeter un peu des émotions humaines à leurs chiens, qui vont interpréter leurs intentions, leurs comportements dans des yeux d'humains. En quoi c'est un piège, Rose? En fait, c'est quelque chose de malheureusement très fréquent entre l'humain et le chien. Quelque chose que je dis souvent justement avec mes clients, c'est quand on analyse une situation, faut pas l'analyser avec nos yeux d'humain. Parce que nous, on a une panoplie d'émotions qu'on va interpréter, qu'on va mettre des fois à tort à la situation. Faut l'interpréter comme le chien, lui, dans ses yeux de chien, comment il vit la situation, qu'est-ce qui se passe. Et le fait de toujours lui allouer en fait des émotions qui sont humaines ou des interprétations humaines vont faire en sorte qu'on analyse mal une situation. Notre intervention risque d'être mauvaise aussi ou du moins pas adéquate. Donc, l'anthropomorphisme, ça peut vraiment nuire au chien parce que là, on respecte pas sa nature de chien, on respecte pas son mode de communication non plus, on voit tout comme s'il était un humain. Mais en fait, selon moi, aimer notre chien, c'est pas vouloir qu'il soit un humain. Au contraire, c'est de le comprendre dans le fait qu'il est un chien, comprendre son mode de communication et respecter ses besoins et comment lui fonctionne. Rose, on vient de transférer dans le parc de tes chiens. Je disais d'entrée de jeu qu'au Québec, le métier d'éducateur canin n'est pas réglementé. Ouais. Il y a toutes sortes d'appellations, éducateur canin, spécialiste canin, maître chien, intervenant comportement canin. Bref, encore une fois, on peut être solidement mêlé. Ouais. Mais depuis quelques années, il y a eu l'apparition d'associations professionnelles, en fait, qui sont venues regrouper des professionnels du domaine canin et qui viennent justement valider les compétences de ces gens-là, mais aussi protéger le public. Et parmi ces associations-là, il y a le Regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Et tu es justement présidente de cette association-là, dont je fais partie comme membre également. Donc, peux-tu nous parler un petit peu du RQIEC et nous dire un peu c'est quoi les valeurs, l'approche qui est au cœur de la mission de cet organisme-là? Oui, bien, avec grand plaisir. Donc, en fait, le regroupement, l'essence même, le but du regroupement, c'est de pouvoir aider le public justement à démêler. Comment je fais pour savoir si je fais affaire avec un bon intervenant, surtout qui est qualifié? OK? Donc, le regroupement, la mission principale, c'est de regrouper des intervenants qui sont qualifiés, qui partagent les mêmes valeurs aussi au niveau de l'éducation. Donc, les valeurs, ça va être quoi? C'est vraiment de respecter justement le bien-être du chien. OK? Donc, on entend beaucoup ces temps-ci parler de bienveillance. Je dirais que ça fait partie aussi des valeurs du regroupement. Donc, c'est de s'assurer que les méthodes qui vont être utilisées ne vont pas à l'encontre de l'intégrité physique, de l'intégrité émotionnelle, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, et aussi au niveau de l'utilisation des outils. Donc, il y a des outils qui sont vraiment
interdit, en fait, là, dans notre regroupement. Ça fait partie du code de déontologie, du code éthique aussi, que les intervenants s'engagent à ne jamais utiliser, exemple, le collier électrique, le collier étrangleur, des choses qui vont vraiment créer du stress, de la peur ou de la douleur pour les chiens. Donc, c'est vraiment ça le fondement, en fait, du regroupement. Tous nos membres doivent passer un examen assez rigoureux, honnêtement, d'admission pour pouvoir se qualifier d'être membre, justement, avec nous. Donc, on va aller pouvoir valider les connaissances de l'intervenant. On va demander des lettres de référence aussi. Et par la suite, bien, à chaque 2 ans, les membres doivent fournir obligatoirement des unités de formation continue pour garantir qu'ils continuent de se maintenir à jour et de faire de la formation parce que, comme tu parlais un petit peu plus tôt, bien, ça évolue. La science du comportement, ce n'est pas fixe, ce n'est pas statique, au contraire. Et on veut s'assurer justement que nos membres bien, sont toujours dans la bonne voie, bien outillés pour pouvoir accompagner les gens et leurs chiens. Travailler avec du vivant, ben c'est pas magique, c'est pas des protocoles un pour qui fait à tout le monde. En fait, il faut vraiment être capable de s'adapter. C'est important hein, quand on fait ce travail-là, justement, de demeurer ouvert. Oui, exactement. Puis, c'est la beauté un peu de la chose. Exemple, avec un regroupement de 100 membres un peu partout à travers le Québec, bien, pour le même chien, la même problématique, il va avoir 100 manières différentes un petit peu d'adresser la situation. Et travailler avec un chien, c'est pas faire un gâteau. Tu peux pas mettre une tasse de farine, un œuf, une tasse de lait, puis bingo, t'as un beau gâteau. Pas du tout. Chaque chien a sa propre personnalité, chaque chien a son propre environnement aussi. La relation avec l'humain va influer beaucoup sur qu'est-ce qu'il va faire comme comportement dans son environnement. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable d'analyser le tout, d'analyser un petit peu tout ça. Et oui, c'est vraiment du cas par cas pour chaque chien. Ça va être un protocole complet, adapté à sa réalité. Oui, puis c'est pas instantané et le propriétaire du chien va devoir y mettre du sien aussi puis mettre en application les recommandations qui vont être faites. Exactement. C'est vraiment la combinaison des deux. T'sais, on travaille avec le chien, mais on travaille principalement avec l'humain, donner les outils à l'humain parce que c'est lui qui vit avec son chien et c'est à lui justement de mettre les choses en place là à la maison. Comment le regroupement québécois des intervenants en éducation canine protège le public? En fait, on a un onglet sur notre site web où les gens peuvent aller faire des plaintes. Donc, si jamais quelqu'un fait affaire avec un intervenant du regroupement qui recommande des mauvaises méthodes, qui a recommandé le collier électrique, par exemple, bien, il peut aller déposer une plainte officielle sur notre site. Et nous, on a un comité qui s'appelle le syndic qui va analyser la plainte, voir si elle est recevable ou non, faire une enquête, évaluer la situation et après ça, faire des recommandations au conseil d'administration et recommander des sanctions aussi s'il y a lieu. Donc, il y a un code de déontologie ou un code d'éthique là, que les intervenants doivent suivre. Oui, là. exactement. Et en adhérant en tant que membre, ils s'engagent à respecter le code de déontologie et le code d'éthique aussi du regroupement. Puis dis-moi, pour les personnes à la maison qui voudraient justement faire affaire avec un intervenant en comportement canin qui fait partie du regroupement justement parce qu'on est sécurisé au niveau des approches, des techniques, mais aussi de la formation continue, comment on peut trouver, par exemple, dans les bases Laurentides, un intervenant qui fait partie du RQIEC? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est tout simple. Sur le site, il y a un onglet qui va être « Trouver un intervenant ». Et parmi cet onglet-là, en fait, on peut y aller avec géographiquement sélectionner Laurentides et on peut sélectionner aussi des critères spécifiques de qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est de l'éducation de base? Est-ce que mon chien a des comportements agressifs? Est-ce que c'est de l'anxiété de séparation? Donc, on peut vraiment sélectionner qu'est-ce qu'on a besoin et le système va trier pour le public et recommander des intervenants là, spécifiques pour la région et ses besoins. Tu vas être sûrement d'accord, notre métier est absolument fascinant. Alors, je suis persuadée qu'il y a peut-être des gens à la maison qui seraient intéressés à devenir éducateurs canins. Quand on commence à regarder les formations disponibles, bien là aussi, il y en a une panoplie. Ici, comme à l'international, là aussi, ça devient des fois difficile de s'y retrouver. Aurais-tu des exemples de formations valides, là, dont on sait là, que les approches là, sont adéquates pour les chiens et qui seraient accessibles là, pour les gens qui voudraient se lancer dans le domaine? Oui, bien oui, avec plaisir. Il y en a plusieurs. En fait, moi, personnellement, la première que j'ai faite, c'est l'École de formation des intervenants canins du Québec. Donc, elle est située à Laval, mais elle offre la possibilité en ligne aussi. Donc, c'est en présentiel, en ligne, temps plein, temps partiel. Fait qu'il y en a vraiment pour toutes les options. Fait que ça, moi, c'est une super école que je vais recommander en entrée de jeu. Là, ça nous donne vraiment toutes les bases pour pouvoir pratiquer le métier. Il y a une autre institution que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle AZCA. AZCA, eux offrent beaucoup de la formation à l'unité, donc on peut aller chercher plein de petites formations sur des sujets différents ou ils offrent des formations complètes aussi là, pour devenir éducateur en comportement canin. Donc eux, c'est que en virtuel par contre. Il y a aussi quelque chose de nouveau en fait au Québec qui maintenant, les centres de services, certains centres de services scolaires vont offrir des AEP en comportement canin, donc enfin une formation qui est reconnue par le ministère de l'Éducation. C'est vraiment l'intervenant et le professeur en fait qui va créer, si on veut,
la matière. Tu sais, comme oui, il y a un plan de cours, mais ce qui va être transmis aux étudiants, ça part vraiment beaucoup de l'enseignant. Donc là, c'est juste de s'assurer le centre de service proche de chez nous, si ça nous intéresse, c'est qui les enseignants et s'assurer que leur méthode à eux et leur philosophie du chien sont à jour. Mais sinon, c'est une super formation. Là, je connais déjà plusieurs personnes qui l'ont suivi. C'est extrêmement complet comme formation et c'est en présentiel, c'est pratique, c'est en plein. Fait que ça, c'est juste avec ces trois-là, là, il y a vraiment de quoi aller chercher des super bons outils pour pouvoir faire notre merveilleux métier. Oui, puis après ça, c'est de poursuivre notre formation continue, comme tu le disais, en allant constamment se former sur différents sujets aussi, selon aussi notre intérêt. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, il y en a qui vont vouloir être, si on veut, généralistes, qu'on touche un petit peu à tout, mais il y en a plusieurs aussi qui vont vouloir se spécialiser dans des choses qu'on aime plus ou des choses qu'on aime moins, qu'on dit ça. Je veux pas me former là-dedans, ça sert à rien, j'en ferai pas. Donc oui, après ça, la formation continue nous permet soit de se spécialiser ou du moins assurément de se maintenir à jour là, dans nos connaissances. C'est tellement important. Puis ce serait quoi les qualités nécessaires, dans le fond, pour être un bon intervenant en comportement canin? Je dirais, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'avoir de l'empathie. Okay? De l'empathie, sympathie, c'est savoir la nuance entre les deux. Mais on travaille beaucoup avec l'humain, pas juste avec le chien. Tu sais, règle générale, quand on est éducateur, on est amoureux des chiens, on est passionné des chiens, mais une très grosse partie de notre métier, c'est l'humain. Donc, il faut qu'on soit en mesure de dealer avec l'humain et ses émotions aussi. Parce que les gens, quand ils vivent des problématiques à la maison, ça vient jouer dans les émotions, ça réveille des émotions. C'est pas facile, OK, pour les gens, surtout quand on travaille avec des cas peut-être plus lourds aussi. Donc ça, c'est sûr qu'il faut qu'on ait une empathie, d'être capable de se mettre dans la peau de la personne et d'adapter aussi nos outils, ce qu'on va lui proposer. S'il y a des choses que je sais que ça fonctionnerait, mais que la personne, dans sa vie, dans son quotidien, ne peut pas appliquer ça. Donc c'est pas réaliste pour elle. Ben oui. Ben, faut que je sois capable de le comprendre, faut que je sois capable de modérer ou de changer de direction complètement. Jusqu'à un certain point, il faut être humble. OK? Il faut être humble dans notre métier parce qu'il faut qu'on soit capable de dire, ben je ne connais pas tout. Puis il y a des situations, des cas où, écoute, pour vrai, je ne sais pas quoi faire et je crois que c'est mieux que je réfère à un autre professionnel, à un autre collègue, à quelqu'un d'autre qui fait autre chose complètement. Mais c'est pas vrai qu'un intervenant peut régler tous les cas de la planète avec tous les types de chiens. Pas du tout. OK? Donc, il faut qu'on connaisse nos limites. Et des fois, même, il y a des races de chiens avec lesquelles on va avoir des biais cognitifs, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on a des petits préjugés inconscients. Donc, ça aussi, il faut qu'on soit capable de l'accepter, de le réaliser pour pouvoir rediriger, pour mieux aider, en fait, là, les gens et leurs chiens. Il faut se connaître soi-même, hein? Oui, vraiment. Je pense que ça prend un mélange aussi de connaissances à jour et de compétences, que ce soit interpersonnelles aussi. Des fois, il faut que je mette ma casquette de psychologue. Donc, moi, je suis allée me chercher des outils au niveau de psychologie humaine, des formations de psychologie humaine, parce que c'est vraiment une grosse partie de notre métier d'accompagner l'humain aussi au travers de ça. Oui, accompagner l'humain dans le changement, puis on sait que des fois, il y a de la résistance, puis des fois, ça nous remet en question aussi quand on nous propose des choses qui sont complètement en dehors de notre zone de confort, mais ça vaut souvent le coup d'essayer au moins pour espérer avoir des changements au final dans notre relation avec le chien. Exactement. Rose, on a maintenant le grand bonheur d'avoir avec nous les premiers petits chiots, la première portée en fait de ton élevage, les Blondinards, un élevage de Golden Retriever. C'est un tout nouveau service que vous offrez. Donc, il y a le centre canin, il y a l'élevage. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de vos différents services, puis surtout de comment vous vous distinguez? Oui, bien, avec grand plaisir. Donc, c'est notre nouveau bébé. On a plusieurs bébés, mais l'élevage en soi, c'est vraiment notre bébé. Donc, ça fait longtemps qu'on prévoit ce projet-là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Partir un élevage et encore moins ce qu'on appelle un élevage responsable. Donc, nous, en fait, ce qui nous distingue au niveau de l'élevage, bien, premièrement, les chiots, ils partent à 12 semaines et non pas à 8 comme on voit un peu plus ailleurs. Donc, ils ont un programme complet de socialisation. On fait ce qu'on appelle aussi de la socialisation précoce. Donc, on a déjà commencé des programmes de neurostimulation là, en très bas âge pour nos petits popis. Et après ça, bien, ce qui nous distingue, ce qui est unique pour nous, c'est qu'on offre aussi de l'éducation pour les chiots. Donc, étant un centre canin d'éducation à la base, on en profite. Donc, les chiots, quand ils vont arriver dans leur nouvelle famille, ils vont déjà eu de l'introduction à tout ce qui est l'obéissance. Fait qu'assis, couche, reste, le rappel, la propreté, le mordillage, ne pas sauter. C'est sûr qu'il n'y aura rien de parfait parce qu'ils vont avoir seulement 3 mois. Il va y avoir du travail encore à faire. Mais nous, c'est notre petit plus unique de notre élevage, là. C'est qu'on se permet d'offrir aussi de l'éducation pour les chiots. Les bases vont être là. Puis évidemment, qui de mieux placé qu'une intervenante en comportement canin qui est aussi éleveur pour partir de la bonne patte, comme on dit. Exactement.
Exactement. Puis après ça, au niveau du centre, nous, c'est sûr que c'est vraiment les consultations privées, donc l'accompagnement des gens avec leurs chiens, avec les problématiques. Et on offre aussi la pension. Donc nous, la nuance pour notre pension, c'est qu'on est vraiment une pension à petit volume. On accepte uniquement 5 pensionnaires à la fois, ce qui fait qu'on est un peu comme la parfaite combinaison entre l'ambiance d'une pension familiale, chaleureuse, etc., et le côté professionnel quand même d'une pension, parce que reste que c'est professionnel, il y a des systèmes de caméras, on est une équipe en fait professionnels formés en comportement canin. Donc, c'est vraiment la parfaite combinaison. Et nous, tous les chiens doivent faire une évaluation avant de venir au centre parce que ce qu'on veut, c'est une ambiance, vu qu'on a un élevage en plus, qui est vraiment calme et sereine pour tous. Donc, on n'a pas de chiens qui jappent, on n'a pas de chiens qui sont trop énervés, qui sont anxieux, qui sont pas bien, ce qui fait que c'est vraiment paisible en tout temps dans le centre. Et nous, c'est le petit plus, en fait, qu'on offre. Les gens qui viennent à notre pension, c'est qu'ils savent que c'est ça qu'on offre et c'est ce qu'ils recherchent souvent. La parfaite combinaison entre le familial, mais le côté de la paix d'esprit professionnelle aussi. Pour terminer, Rose, c'est quoi ton bonheur canin à toi? Je dirais que mon bonheur canin, c'est ça ici. Je te comprends. Donc, tu sais, l'élevage, nous, ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans qu'on le planifie. C'était notre rêve ultime à mon conjoint et moi, qu'on est les deux propriétaires du centre. Et finalement, on y est. Fait que ça, c'est vraiment mon bonheur de savoir qu'on a mis au monde des petites merveilles comme ça avec la maman d'Ali, mais aussi, tu sais, qu'on fait ce qu'il faut pour offrir des chiens bien équilibrés au niveau de la génétique, de la socialisation. On fait vraiment notre max pour que ça soit des super bons chiens. Puis ça, moi, personnellement, c'est vraiment mon petit bonheur à moi, là, de pouvoir vivre ça avec mes chiens. Un gros merci, Rose, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avons reçus dans tes installations. C'est magnifique. Puis écoute, j'espère que les gens à la maison en auront appris plus sur l'éducation canine. Puis que pour ceux qui ont envie d'adopter des chiots, qu'ils pensent au Blondinard à l'avenir. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui, toute l'équipe. Alors voilà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour revoir cette émission ou nos autres épisodes, retrouvez-nous sur tvbl.ca ou encore sur notre chaîne YouTube.